Ma crainte, c'est qu'il y ait beaucoup de monde qui veuille sortir au même moment. Je pense que ça fera un très, très gros afflux vers les bons du Trésor. Mais quelle forme ça va prendre, étant donné que la hausse que nous venons d'avoir depuis octobre 2023 est quasiment comparable à rien d'autre que l'intervalle 98-mars 2000, comment se corrige ce genre de bulle? Surtout qu'il n'y a pas qu'une bulle boursière, il y a aussi une bulle immobilière avec à nouveau plus d'emprunteurs en défaut qu'en 2008. Ouais, les taux de défaut vont être... Je précise une chose, c'est quand je ne parle pas du nombre de gens qui sont en défaut, parce qu'évidemment, les États-Unis, il y a 40 millions d'habitants en plus en l'espace de 15 ans. Donc, ce n'est pas le nombre de gens qui sont en défaut, c'est bien le taux d'emprunteurs en défaut ou en retard de remboursement. Et là, on n'est pas loin de 11%. C'est quand même énorme. Donc, Wall Street a absolument tout négligé. Il n'y a pas que l'État américain qui est surendetté. Donc là, c'est une question existentielle. Il fallait absolument d'abord refinancer les États-Unis, mais il y a aussi beaucoup de particuliers qui sont surendettés. Et je vais vous dire que là où il y en a le plus, c'est finalement pas aux États-Unis, c'est au Canada. Voilà. Et là, ils vont avoir quelques petits soucis aussi au Canada. Donc, je dirais que la tempête parfaite qu'on évoquait tout à l'heure, oui, on est en train de voir les signaux clignoter au rouge à peu près partout. Je parle même pas des prêts pour l'achat d'un véhicule automobile, où là, on bat les records historiques de défaut. C'est-à-dire que des gens, ils sont endettés sur 6 ans en général. Et aujourd'hui, quand ils ont acheté un véhicule électrique, c'est invendable. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que vous ne vendez même pas la moitié ni le tiers du prix, hein, contrairement à un thermique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des véhicules qui ne valent plus rien et ils doivent encore 2-3 ans d'emprunt à leur banque. Il y en a qui disent, j'arrête de payer. C'est des réalités. Vous ne la trouvez pas dans la presse, dans les médias financiers, les networks US que je regarde à longueur de journée. De temps en temps, on a une petite brève. Ah, bigre, on vient de passer la barre des 12 ou 13% de défaut sur les prêts automobiles. Bon, allez, sujet suivant. Ouais. Et on a aussi la dette étudiante qui représente plusieurs milliers de milliards de dollars aux États-Unis. En fait, on a un peu un peak everything. Ça, c'est à la charge de l'État, c'est un peu particulier. Oui, mais c'est quand même un problème. Le banquier peut se retourner contre l'État. Oui, tout à fait. Grâce à l'excellente loi de Johnson de l'Affordable Education Act, donc une loi qui a provoqué un effet Cobra atypique. On rappelle l'effet Cobra, hein, quand les Britanniques voulaient éliminer les cobras, ils ont proposé une livre sterling pour quiconque leur amènerait un cobra mort. Résultat, les gens ont élevé les cobras. On appelle ça donc l'effet Cobra quand une loi a un effet complètement inverse à son intention initiale. Et l'effet Cobra sur l'Affordable Education Act, comme son nom l'indique, était censé faire des études pas chères, affordable. En fait, c'est que ça a fait exploser le prix des études supérieures aux États-Unis parce que toutes les universités privées ou publiques, d'ailleurs, hein, rien à foutre, se sont dit c'est cool, si c'est l'État qui garantit les prêts étudiants, nous, on va multiplier nos frais d'inscription par 10. Ce qui fut fait, et aujourd'hui, on a une gigantesque bulle où des mecs sortis de Stanford ou d'Harvard n'ont pas de boulot et par contre se trimballent une dette du prix d'une maison, $350,000, sur leurs épaules. Et il y a même aujourd'hui des stand-uppers américains du troisième âge qui partent sur 75 ans bien tassés et qui disent « Enfin, je vais commencer à rembourser ma dette étudiante ». Même si c'est une vanne, ça devient de moins en moins une vanne. Et puis donc on a en fait les dettes. Ce qui n'est pas une blague, c'est que c'est une dette qui ne s'éteint pas. Hein. C'est-à-dire que, comme tu le dis fort justement, un emprunteur, une fois qu'on lui a saisi sa maison, sa voiture, éventuellement ses gadgets électroniques, on constate qu'il est en faillite. Du coup, il ne voit plus rien. Alors que l'étudiant qui a emprunté, il doit, en dernière sort, il doit à l'État, puisque c'est l'État qui va rembourser le banquier, banquier qui va constater qu'il a un défaut sur un remboursement, et là, il se retourne vers l'État, et l'État lui dit, c'est comme une dette fiscale, c'est
ça ne s'éteint pas. Il n'y a pas de prescription. Donc, tu la dois à vie et on est vraiment passé à un niveau d'esclavage. Alors, on va parler bien sûr des tarifs douaniers, enfin des frais de douane, parce que bon, d'une façon générale, j'ouvrais cette émission en disant que Trump est le personnage politique le plus caricaturé de l'histoire américaine, devant des vrais teubés, hein, comme Dan Quayle, par exemple, qui était un vice-président américain que tout le monde a oublié aujourd'hui, mais Dan Quayle, enfin, c'était l'abécédaire de la connerie, ses prises de parole publiques, c'était remarquable. Et ben même Dan Quayle a été moins caricaturé que Donald Trump. Donc, le professeur de Sciences Po ou de l'ENA, c'est marrant quand même. Tout ce que Trump est en train de faire, le prof de Sciences Po ou de l'ENA nous disait qu'il fallait pas le faire ou que c'était pas possible. On en revient au problème que, taxer les multinationales, c'est pas possible. Elles ont les sandwichs irlandais avec rescrit, enfin sandwich néerlandais, irlandais avec rescrit luxembourgeois. C'est mort, on les taxera jamais. Par contre, leur coller un droit de douane pleine tête, bah, c'est faire tout ce que nos abrutis d'énarques ont toujours dit qu'il ne fallait pas faire, à savoir réindustrialiser le pays, plutôt que de faire que des services, parce que nous, on est la race des seigneurs, donc on doit avoir une économie centrée sur les services, parce que le cambouis, c'est sale, et les aciéries d'ArcelorMittal, c'est pour les pulls à sueur. Et puis là, on a Trump qui dit non, moi, je veux fabriquer des bagnoles aux States. Alors, à commencer par le fait que les Tesla, qui sont pourtant des bagnoles chic, premium, semi-luxe, sont fabriqués aux States. Bon, que Porsche ouvre une usine aux États-Unis, etc. Enfin, il est en train d'obtenir ce que tous les profs d'économie de l'ENA et de Sciences Po, qui n'ont aucun skin in the game, donc qui n'avaient aucune conséquence de prescrire des conneries, disaient être impossible. Uniquement avec un outil qui est disponible immédiatement à son service, que sont les droits de douane, parce que s'il avait tenté de voter des impôts, de renégocier des conventions fiscales, bon, ça aurait pris des décennies peut-être. Enfin, on lui aurait, là, tu as vu le filibuster, donc on rappelle le filibuster aux États-Unis, c'est quand un sénateur décide de parler pour retarder le passage d'une loi. Et donc, il y a des règles bien précises. Si vous vous asseyez, vous devez rendre la parole. Donc, quand un mec fait un filibuster, eh ben, il reste debout comme ça pendant 14 heures. Je crois que là, il vient de battre le record, le mec. Alors, il était tout pâle. C'était un marathon. Le mec a parlé pendant 14 heures. Non, 24. 24. Ah ouais, 20, ouais. ça y est. Bon, merveilleux. Guinness Book des records, là. Il a touché le Guinness Book. Je ne sais plus quel est le nom de ce sénateur. Mettez-le nous en commentaire, s'il vous plaît. Mais c'est remarquable. Donc, on voit que Trump aurait eu tous les barrages possibles et imaginables. Or, 25 heures, on nous dit. Non, bon, je n'ai pas vérifié, mais on nous dit 25 heures. Voilà, bon, bah bravo. Donc, le mec a fait 25 heures à parler non-stop, le type devait être sous en fait, et sans être assis. Donc, c'est Cory Booker, 25 heures. Bon, il y a marqué 24, mais c'est 25. Cory Booker. Bon, donc, ce genre de détermination à emmerder Trump, vous imaginez bien que s'il avait tenté de renégocier des accords fiscaux ou que sais-je, ça n'aurait débouché sur rien. Donc là, il utilise un moyen de levier, un effet de levier qu'il a directement à sa disposition. Ah oui, on nous dit aussi sans pause pipi. C'est vrai, c'est remarquable. 25 heures sans pause pipi. J'avoue, c'est remarquable. Donc, il a utilisé ce moyen que sont les droits de douane et avec cet unique instrument, il est quand même parvenu à te modifier en profondeur l'économie américaine. Enfin, il est en train d'annoncer peut-être une abolition de l'impôt sur le revenu pour les foyers qui font moins de 150 000 $ par an. Je sais que c'est... On se dit, what the fuck, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est du populisme? Bon, mais il réindustrialise, puisque là, Apple a intérêt à se grouiller de rouvrir des usines aux États-Unis, sinon ils vont prendre cher. Et fabriquer des semi-conducteurs aussi. Exactement, il va ramener TSMC, Taiwan Semiconductor Corporation, plus gros fondeur du monde avec Samsung, et donc il va ramener Nike, parce que Nike, ils viennent de s'en prendre une. Ils ont 430 000 employés au Vietnam, et on vient de leur coller 49% de tarifs douaniers. Donc là, les gars, ils sont pas joyeux avec les marges de bâtards qu'ils prenaient sur leur basket qui facturent 300 balles alors qu'elles en valent même pas 25 à fabriquer. Bon, explique-nous quand même comment, avec un seul outil, Trump est parvenu à atteindre tous ces objectifs-là, apparemment. Alors, là, pour l'instant, on en est à faire des modèles quand même hein, sur les retombées de ces tarifs.
Oui, mais les usines qui ouvrent, mais quand même là, quand il y a des usines qui arrivent aux États-Unis, les États-Unis n'ont jamais. Il y en a qui ont prévu de revenir, mais comme je le disais tout à l'heure, une usine, ça s'ouvre pas comme ça en 2 mois, ni même en 2 trimestres. Alors, il y a une problématique, peut-être que j'ouvre une petite parenthèse, hein. Donc, il y a les fameux midterms novembre 2026. Les midterms, ça se prépare pratiquement 1 an à l'avance. Autrement dit, Trump va devoir commencer à s'en préoccuper octobre-novembre 2025. Donc là, pour un chef d'entreprise, si d'ici l'automne, il apparaît que les chances pour Trump de conserver la majorité au Sénat et à la Chambre, que ces chances sont très très compromises, qu'est-ce qu'il va anticiper? Retour des démocrates aux affaires, affouera tout ce que Trump a pu faire, retour au libre-échange, démocrate, progressiste, globaliste, et là, on referme cette parenthèse infernale et on est reparti comme avant. Donc moi, je serais chef d'entreprise et si je pense que Trump a des risques de perdre la majorité d'ici 18 mois, ben, je vais peut-être pas forcément mettre en chantier mon usine tout de suite parce que je voudrais bien que les choses repartent comme elles étaient avant. J'ai des filiales en Chine, j'ai des filiales maintenant au Vietnam, en Inde. Si le système revient tel qu'il était, bon, bah, voilà, c'était une parenthèse et elle va se refermer. Donc, pardonne-moi, la question peut se poser. Hein. Pardonne-moi cette insistance dans ce cas-là, mais justement, les tarifs douaniers sont la seule et unique prérogative de Trump. Ça veut dire que même dans une cohabitation, ce qui est la règle aux États-Unis, bien sûr, c'est pas l'exception. On rappelle, la cohabitation en France, c'est l'exception. Aux États-Unis, c'est normal. En général, on perd les midterms. C'est rare d'avoir à la fois le Congrès comme Trump les a maintenant. Mais les droits de douane, même si le Congrès devient complètement bleu, donc démocrate, Trump, il peut continuer à les imposer pendant 2 ans, sans problème. Et Nike continuera à hémorrager du pognon pendant 2 ans. Alors, la vie politique américaine est un petit peu complexe, mais il y a des moyens de revenir, y compris sur des décrets présidentiels. Voilà. Il suffit qu'il y ait une majorité des 2 tiers, par exemple, et on peut faire des réformes qui vont complètement à l'encontre de la volonté de la Maison-Blanche. Alors, quand tu dis qu'effectivement, ça va encore saigner, oui, pour Nike, je crois que les 18 prochains mois vont être compliqués. À l'instant où on se parle, j'ai un écran à côté de moi, je regardais Ralph Lauren. Là, à l'instant où on se parle, c'est à moins 18. Il fabrique où, Ralph Lauren? En Argentine Non, il fabrique en Asie maintenant. Ah ouais. Beaucoup en Asie. Voilà. Lululemon. C'est les pantalons les tenues pour faire de la pilate, la salle de sport, etc. Moins 17. Voilà. Et toutes ces entreprises ont massivement délocalisé en Asie. Donc, si en plus de ce qu'elles vont perdre, là, parce que là, ça fait mal quand même, il va y avoir des ventes de perdus, des marges écrasées. Si en plus de ça, on leur demande d'investir pour construire des ateliers dans lesquels il y aura des machines de tissage, etc. aux États-Unis, ça tombe mal. Quand on a plein de pognon, on est content d'investir. Quand les temps deviennent difficiles, c'est compliqué d'aller construire une usine. Il faut aller chercher de l'argent là. Généralement, il faut aller emprunter. Alors, Apple, en l'occurrence, ils ont plein de cash, donc ça leur poserait pas trop de problème pour Apple. Voilà, ça, je suis à peu près tranquille. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que l'une des seules actions que Warren Buffett a rachetées après avoir liquidé la moitié de la position qu'il détenait, mais qui représentait plus de 50% du fonds Berkshire. Donc, il y a un moment, on ne peut pas avoir 50% de son fonds sur une seule action. Donc, il est revenu un petit peu sur Apple. Et effectivement, Apple recevra probablement rapidement des composants des semi-conducteurs TSMC, voire peut-être même des composants Apple, sait-on jamais. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables ou qui sont en capacité aujourd'hui de se redéployer. Donc toutes celles qui aujourd'hui voient leur marge s'écraser à cause des tarifs, les temps s'annoncent vraiment
Et les difficile. tarifs, on est d'accord, on ne peut pas y échapper. Enfin, c'est ça, moi, je trouve, tu vois, par exemple, dans le chat, on nous dit Jeffrey Sachs, donc conseiller économique, enfin pas que, conseiller géopolitique aussi de Donald Trump, le gars qui avait traité Netanyahou de fils de pute. Jeffrey Sachs, très écouté à Columbia, oui, mais c'est un académique, quoi. Alors Jeffrey Sachs, il dit, ah oui, ça va pas. Parce que l'académicard, il est dans sa tour d'ivoire, il est déconnecté du réel, bon, il n'a pas de skin in the game, de toute façon, il doit rendre des comptes qu'à ses pairs, qui pensent comme lui en général. Bon, s'il a fait carrière, c'est parce que ses pairs pensaient comme lui, quand même, de façon assez générale. Et donc, tous ces gens-là disent, ah oui, non, non, ça va foirer. Mais bon, là, on a un outil simple qui a fait que c'était pas possible d'y échapper, quand même. Et on en revient vraiment à toute la théorie de l'impôt, en fait. Parce que là, il parle même d'impôt sur le revenu, comme on l'a dit. Bon, en général, les impôts directs sont pas du tout les meilleurs. Parce que les impôts directs, par définition, ce sont ceux que les riches peuvent esquiver. Parce que eux sont capables de faire des montages. Et donc, leur système de montage, les impôts directs sont les plus faciles à esquiver par montage. Les impôts indirects, certes, il y a des fraudes à la TVA, il y a des fraudes ceci, mais en général, TVA, CSG en France, par exemple, c'est des impôts très efficaces. La TVA, c'est le meilleur impôt en France. C'est bien pour ça que l'État en abuse d'ailleurs, avec des Par contre, taux. c'est un impôt contre lequel Donald Trump peste et Oui, il nous donne le collimateur parce que justement, nous, on applique de la TVA sur Netflix, sur les exactement. services. C'est tout à fait ça. Et en plus, nous, on l'a inventé, la TVA. Cocorico. C'était une invention française.